Donc, le thème des vidéos d'aujourd'hui est un thème qui me tient assez à cœur. Et c'est un mélange de ma passion pour le débat avec ma passion pour les mangas et les animés. Donc, une soirée comme ça, j'ai organisé un débat avec des amis. Et mon ami René, qui est un très bon ami à moi, a amené un sujet que j'ai trouvé intéressant. Et son sujet de débat était de dire que on ne devrait pas permettre que des films ou des séries fassent des choses qui ne respectent pas les règles de l'univers qu'ils sont créés. L'idée étant que s'ils créent un univers, par exemple, qui est semblable à l'univers réel, dans lequel si on meurt, on ne peut pas revenir à la vie, et qu'on établit ça clairement, que plus tard, si on détermine que magiquement quelqu'un revient à la vie et ça brise les règles de l'univers, ben ça devrait pas être acceptable. Qu'il faut rester cohérent par rapport à son propre univers. Donc, en tout cas, il y avait des très bons arguments pour et contre qui ont sorti, mais j'aime assez l'idée parce que j'y crois quand même à ça. C'est-à-dire que pour moi, un bon livre, un bon roman, une bonne histoire reste cohérent par rapport à ses propres règles. Et c'est ça qui fait la beauté d'une belle série, parce que tu as des attentes. C'est-à-dire que si, par exemple, je parle de Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Ball, comme mon ami Carl me le rappelle toujours, euh, dans ce monde-là, il est parfaitement permis de mourir et de revenir à la vie. Puis on s'attend à ce que les personnages faibles meurent au début d'un arc et qu'ils reviennent à la fin, qu'on va les ramener à la vie avec les balles du dragon ou les balles de dragon de Namek ou peu importe. Donc dans ce cas-là, mourir et revenir à la vie, il n'y a aucun problème. Goku est tellement cool qu'il n'a même pas besoin de se faire ramener à la vie. Il peut juste voler ou se téléporter depuis la mort jusqu'à la vie. Il y a une petite aura sur sa tête, il continue à se battre et c'est magnifique, c'est parfait. Donc ça, c'est bien, parce que l'univers le permet. Alors que par exemple, dans Naruto, qui est une autre série que j'aime beaucoup, on établit qu'on ne peut pas réellement revenir de la mort. C'est-à-dire que dans Naruto, si on meurt, on peut revenir en tant que genre de zombie mort-vivant, mais on ne peut pas réellement revenir à la vie. Malgré que ça arrive quelquefois, et je trouve que ça affaiblit justement la série, parce que, je veux dire, en tout cas, je pense pas que ce soit des spoilers à ce point-ci, là, la série est finie depuis longtemps, mais dans un des arcs, Kakashi, qui est un personnage important, meurt. C'est une tragédie, c'est catastrophique, ça a beaucoup d'impact. C'est, c'est un méchant qui est tellement méchant, il tue non seulement le maître de Naruto, mais aussi le maître du maître de Naruto, ce qui est une magnifique référence à Saint Seiya, avec le Chevalier du Cristal et Camus. Mais bon, l'idée est que c'est un personnage important qui meurt dans un univers dans lequel on ne peut pas revenir à la vie. Donc c'est incroyable comme arc, ça crée une tension extrême. Mais finalement, magiquement, tout le monde revient à la vie dans cet arc-là. Et ça enlève beaucoup de force. Pourtant, c'est un arc magnifique dans lequel Naruto doit faire face au pardon. C'est-à-dire que pour arrêter le cercle de la violence, qui est quand deux parties se détestent depuis des générations, qu'ils sont même oubliés pourquoi ils font la guerre, mais ils sont des vengeances parce que leurs parents sont morts, donc ils vont tuer les gens de l'autre groupe, et eux ils se vengent aussi, et c'est une guerre qui ne finit jamais. Naruto finit par comprendre que, c'est très sage comme réflexion, c'est probablement la réflexion la plus sage de toute l'histoire de Naruto, c'est qu'il faut arrêter le cercle de la violence à un moment donné, puis arrêter de chercher la vengeance. Ça c'est magnifique en soi. C'est un message très fort, c'est un message que beaucoup de gens devraient savoir et comprendre. Mais le problème, c'est que, je veux dire, oui, il pardonne à Pain, là, qui est la personne qui fait tout ça, mais la plupart des gens que Pain tue sont magiquement ramenés à la vie par Pain, qui se sacrifie en les ramenant à la vie. Donc oui, Naruto le pardonne, mais on s'entend que c'est beaucoup plus facile de pardonner quand les milliers ou les millions de personnes qui sont mortes sont ramenées magiquement à la vie, dans un univers où ce n'est pas réellement permis. C'est c'est un des meilleurs moments de Naruto avec une des plus grandes failles. C'est triste à dire. Mais bon, Naruto est fait ainsi. Il y a des grands moments et des grandes failles. Il y a aussi le moment où Gaara meurt, parce qu'il est clairement établi que si on retire le bijou de quelqu'un, le bijou étant le monstre à queue qu'il a à l'intérieur, la personne devrait mourir, mais magiquement, Gaara ne meurt pas parce qu'une vieille madame qui s'appelle Chiho lui donne sa vie. Donc c'est sûr que c'est moins catastrophique que l'autre cas que j'ai raconté, mais ça devrait pas arriver quand même, selon les règles de cet univers. Selon le thème que mon ami René a établi et que j'aime et que je défends. Mais
si on veut aller à la série, autant le manga et l'anime qui incarnent le plus ce non-respect de ses propres règles, il faut parler de One Piece. Donc One Piece, j'ai une relation assez intéressante avec One Piece. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ça a l'air nul. Mais je me suis dit non, il faut donner une chance. Donc j'ai regardé quelques épisodes et là on parle de 2012, là, ça fait longtemps. Même avant ça, 2006. En tout cas, ça fait super longtemps. J'ai écouté quelques épisodes là, le premier épisode écrit comme un fou là, l'animation est horrible, les personnages sont laids. J'ai dit non, 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 c'est nul. Donc j'ai laissé ça pendant des années. Et là, des années plus tard, un ami que, bon, en tout cas, ça fait longtemps, ça fait des années que je le vois pas, là, il s'appelle Andri, malheureusement, je sais même pas il est rendu où dans la vie. Il m'a dit que les animés, des fois, corrompent un peu l'œuvre. Il faudrait que je regarde quand même le manga. Donc, j'ai lu le manga, j'ai lu 50 chapitres du manga, rien de moins. Et j'ai eu pas mal la même sensation. J'ai trouvé ça pas mal nul. J'ai trouvé ça mauvais, nul à chier. Parce que, en tout cas, j'étais habitué tout simplement à des meilleurs standards, là. Et encore une fois, c'est écoulé des années jusqu'à ce que je connaisse mon ami Carl qui lui, ayant des assez gros préjugés sur Naruto, a quand même acheté tous les Naruto, tous les livres, et les a tous lus. Donc, j'ai trouvé ça cool de sa part parce que moi, j'aime beaucoup Naruto, malgré que je viens juste de le critiquer énormément plus tôt, mais bon, il faut critiquer les choses qu'on aime parfois. J'ai trouvé ça respectueux de sa part de lire, d'acheter la totalité de la collection, de tous les lire, pour qu'on puisse en parler. Ça a d'ailleurs bâti notre amitié. On a passé 2 ans au travail à parler de Naruto en même temps qu'on travaillait. Donc, un peu pour retourner la belle action, j'ai décidé de donner une troisième chance à One Piece. Mais là, c'était une troisième chance dans laquelle j'ai mis pas mal plus de conviction. Dans un espace de quelques mois, et vraiment en hypothéquant mon temps libre et mon sommeil, j'ai regardé des centaines d'épisodes de One Piece. Et je pense qu'en 4 mois, j'ai écouté 500 épisodes, quelque chose comme ça. Je me suis rendu jusqu'à la guerre au sommet, la guerre du sommet. Guerre à Jima Rice. Parce que, allez savoir, j'écoute la série en japonais sous-titrée en portugais. Donc je connais toute l'histoire, mais en portugais, parce que j'ai essentiellement appris le portugais en regardant One Piece. Il y a tellement d'épisodes que j'ai appris à parler portugais en regardant cette série-là. Pistor de borracha, c'est comme ça qu'on dit Gomu no Pistoru, mais bon. Et ensuite j'ai continué, là je suis rendu très proche de l'épisode 1000. Et ma conclusion après autant d'épisodes, c'est que c'est assez médiocre. Mais je me suis quand même attaché à cette série. Je veux dire, j'ai écouté tellement d'épisodes que j'ai probablement passé plus de temps à regarder les personnages de One Piece que certains de mes amis ou certains membres de ma famille. Je veux dire, je les connais. Et le monde de One Piece est assez imprévisible à certains égards et prévisible à d'autres égards. Il respecte certaines des règles de son univers, il n'en respecte pas d'autres. Moi, je dis toujours que One Piece, c'est comme des frites. Comme des frites d'un petit fast-food cheap. C'est graisseux, pas cher. C'est jamais vraiment mauvais, mais c'est jamais vraiment bon. N'empêche, tu peux en manger très souvent. Là. Je veux dire, depuis que je suis jeune, j'ai mangé combien de fois des patates frites comme ça. Ça n'a jamais été vraiment mauvais, mais c'est jamais du caviar, là. C'est jamais raffiné. Donc, c'est mon opinion sur One Piece. Et à chaque arc, ce qui me déçoit justement, ce qui me fâche, c'est qu'il y a une énorme construction par rapport aux règles de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible dans cet arc, au pouvoir des personnages et des méchants. Mais le dénouement est toujours le même. Et il est toujours en flagrant non-respect des règles qui ont été établies au cours des 50 ou 100 derniers épisodes. Donc il passe 50 à 100 épisodes à bâtir une certaine série de règles d'attente, et ensuite à ne pas les respecter, puis ça me fâche. Donc j'ai toujours la même sensation à chaque arc. Je suis comme, ah, l'arc est intéressant, ah, les paysages que l'auteur dessine sont magnifiques, les nouveaux personnages, les nouveaux méchants qui apparaissent sont intéressants. Et là, ça finit toujours de la même façon, qui est une façon illogique. Et les fans de One Piece trouvent ça génial. Ils trouvent ça hallucinamment bon. Donc je vais en donner quelques exemples. Dans un des premiers arcs, là, qui s'appelle East Blue en anglais,
Il va se battre contre un homme poisson. Il s'explique que les hommes poissons sont plus forts que les humains. Il explique que les hommes poissons sont genre quelque chose plusieurs fois plus fort que les humains. Et le méchant a essentiellement un nez qui est incassable. Et Luffy, qui est le personnage principal, même si moi j'appelais plutôt Luffy, casse son nez avec sa main en caoutchouc parce qu'aucune raison vraiment logique. Fait que je me suis dit, ok, ça vient juste de commencer. On dirait que ça fait pas. Ils ont expliqué que c'était pas possible de casser son nez, mais il l'a cassé, donc ok, d'accord. Et ça finit cet arc-là avec un peu avec cette déception-là de Luffy gagne parce qu'il gagne. Et ce qui est étonnant dans ça, c'est que ça ferait du sens peut-être dans un manga plus léger et plus court. Un manga où ils n'ont pas trop le temps d'expliquer ce qui se passe. Donc, tu sais, le héros gagne à la fin et c'est correct. Je pense que ça passerait mieux, mais One Piece passe tellement de temps à développer, à expliquer les choses, que ça fait en sorte que c'est du temps perdu finalement. Luffy pourrait juste arriver devant n'importe quel rival et magiquement le battre en faisant totale omission des forces et des faiblesses de chacun. Donc un autre exemple. Dans Alabasta, il arrive contre un monsieur qui s'appelle Crocodile, qu'on pourrait appeler Crocodile. Et Crocodile, ben, il peut assécher les gens. Il assèche Luffy, il le transperce, il le laisse pratiquement pour mort. Et là, il y a un petit moment de génialité. Un des rares moments où je trouve que c'est intelligent ce qui se passe. Et c'est que Luffy apprend que s'il se mouille, il peut blesser Crocodile. Donc il se fait un sac à dos de tonneau, puis il peut pomper de l'eau et se mouiller et le frapper. Et à un moment donné, il n'y a plus son tonneau, il peut même avaler l'eau, il devient un tonneau lui-même. Donc il se pompe lui-même, ça fait sortir de l'eau dans son cou, puis il peut se mouiller et frapper. Mais malgré ça, il est montré qu'il est juste pas capable de battre Crocodile. Crocodile est plus fort que lui. Donc je suis comme, ah, bon, ben intéressant, on va voir par quel revirement de situation il va réussir à gagner. Et c'est que, essentiellement, parce qu'on pourrait appeler du plot armor, ben, il bat Crocodile. Et mes amis, les fans de One Piece, ils me disent toujours non, 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 c'est parce qu'il avait du sang sur ses mains, puis ça a mouillé ses mains. Et je pose toujours la question, mais en quoi c'est différent du moment où il avait son tonneau d'eau dans le dos et il mouillait ses mains, ou quand il avait l'eau dans son corps et il mouillait ses mains? Je veux dire, il a déjà été capable de mouiller son corps, il n'était pas assez fort pour battre Crocodile. Donc le fait qu'il mouille ses mains avec du sang n'apporte rien de plus autre que le fait qu'il soit plus magané et qu'il saigne. Mais c'est des fanatiques absolument impossibles à raisonner, puis ils me disent que je comprends rien, puis que One Piece c'est la meilleure chose au monde. Et je leur demande, ouais, mais pourquoi c'est la meilleure chose au monde? Et là, ils me disent parce qu'ils aiment ça. Bon, en tout cas, c'est Nietzsche que ça prendrait pour leur expliquer ça convenablement, que la force de la conviction de quelque chose n'a aucun lien avec la véracité de la chose en question. La force de la conviction de quelque chose ne représente que la force de la conviction de quelque chose. Donc si vous croyez vraiment à quelque chose, ça dénote la force avec laquelle vous y croyez, mais aucun lien avec la véracité. Donc bon, voilà. Dans un autre arc, comme Skypia, encore une fois, c'est hallucinant comme idée quand même. C'est un monde entier qui est dans les nuages. Les nuages, c'est l'océan de ce monde, donc les gens peuvent se noyer dans ces nuages-là. C'est quand même intéressant. Il y a des personnages, des genres d'autochtones qui vivent là-bas, qui se promènent sur des patins qui fabriquent des nuages. C'est quand même impressionnant l'idée. Je peux pas nier, la créativité est quand même là. Mais le problème, c'est que le méchant qui s'appelle Eneru, qu'on pourrait appeler Ener, il, il a pris un des fruits du démon qui sont considérés une des plus fortes, et sont celles qui transforment la nature même de son corps. C'est-à-dire qu'il est fait en éclair. Et il y a des personnages il y a trois types de fruits du démon d'ailleurs dans le monde de One Piece. J'imagine que vous le savez si vous écoutez cette vidéo-là. Il y en a qui te transforment un peu dans ce genre de humain-animal, que je pense qu'on appelle les Zoan. Il y en a qui te transforment, qui te donnent certaines caractéristiques, certains pouvoirs, on pourrait dire un peu magiques. Et l'autre qui est celui qui change vraiment la nature du corps. Donc Ener est de ce type-là. Et donc les personnages ne peuvent pas vraiment l'atteindre, parce que s'ils veulent le frapper, ben, il passe à travers son corps. Donc, lui, il peut se décomposer en éclairs et esquiver absolument tout leur coup.
Donc encore une fois, je me demandais, waouh, ok, par quel... tu sais, on explique assez bien le pouvoir de ce monsieur-là, qui se considère un dieu d'ailleurs. Je suis comme, ah, intriguant, intriguant. Et là, lui, pour montrer la force supérieure qu'il a à Luffy, ben, il fait fondre de l'or, puis il fait couler l'or sur lui, il l'emprisonne avec de l'or essentiellement. Et je veux dire, c'est un fait très clairement établi dans One Piece. Pour être capable d'atteindre un personnage qui a ce type de pouvoir, il faut le frapper avec du haki. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi du haki, ben, allez découvrir c'est quoi. Mais si on met du haki sur son point, on peut taper quelqu'un qui est fait en éclair. Comme Riley, plus tard, va justement taper Kizaru, qui est l'amiral qui est fait en lumière. Mais Luffy à ce moment-là n'a pas de haki. Donc c'est un fait établi dans One Piece qu'il ne peut juste pas l'atteindre. Je veux dire, il a beau le taper avec sa main, avec l'or, peu importe ce qu'il fait, Ener a la capacité de simplement l'esquiver. Et c'est intriguant parce que j'étais comme, mais comment va-t-il le battre? Et comme One Piece est One Piece, essentiellement, il le bat, il le frappe. Puis même s'il n'a pas du haki, Ener n'est pas vraiment vaincu, mais il revole dans sa genre de fusée, dans son genre de bateau sur lequel il va aller dans la Lune. Et il s'accepte vaincu. Donc, comme à chaque arc, je suis comme, mais je veux dire, il est fait en éclair. Vous pouvez laisser passer la boule, passer à travers lui et tuer Luffy très facilement. Mais One Piece étant One Piece, Plot Armor, il a passé. Je pourrais continuer comme ça, mais bon, c'est mon vidéo, donc je peux continuer comme ça. Je vais continuer comme ça. Avec Gecko Moria, même chose. Gecko Moria explique que il peut absorber les âmes des gens. Et comme c'est son pouvoir, il peut absorber plus d'âmes et plus facilement que les autres. Donc, plus il absorbe d'âmes, plus il est puissant. Sa force est proportionnelle au nombre d'âmes qu'il absorbe, et personne n'est meilleur à absorber des âmes que lui parce que c'est son pouvoir. Et Luffy, pour le battre, absorbe plus d'âmes que lui, et même s'il a été clairement établi que la force du Gecko Moria est proportionnelle au nombre d'âmes qu'il absorbe, il en absorbe beaucoup, et qu'il a une meilleure habilité à contrôler ce pouvoir parce que c'est son pouvoir, Luffy réussit à absorber des âmes et à le battre avec le pouvoir de ses âmes, même s'il établit que c'est pas son pouvoir, puis qu'il est moins bon que Gecko Moria à l'avoir. Essentiellement du plot armor encore une fois. Et encore une fois, le build-up énorme qu'ils font là-dessus est décevant parce que, je veux dire, pourquoi expliquer que Gecko Moria maîtrise ce pouvoir mieux et que son pouvoir est proportionnel au nombre d'âmes si Luffy va le battre en utilisant le pouvoir de Gecko Moria? Donc à ce moment-là, j'avais déjà abandonné. Parce que ça a continué d'être comme ça et ça n'a jamais arrêté d'être comme ça et ça n'arrêtera jamais. Donc pour conclure, et pour revenir au sujet initial de mon ami René par rapport à la cohérence d'un univers par rapport à lui-même, le long terme a changé un peu le paradigme, a changé un peu la donne essentiellement. C'est que l'univers de Luffy est constitué ainsi. À chaque arc, ils vont établir une série de règles qui vont être totalement omises et Luffy va gagner parce qu'il gagne et parce que les fans aveugles de One Piece veulent qu'il gagne et ils ne veulent absolument pas qu'il y ait une cohérence avec ce qu'ils sont construits. Et ça va être comme ça à chaque arc. Donc en fait, c'est moi qui ai été lent à comprendre. Parce que c'est ça l'univers de One Piece. Moi je pensais qu'ils ne respectaient pas leurs règles, mais c'est que je n'avais pas compris leurs règles. Leurs règles, c'est ça. C'est qu'ils font un arc, créent une série de règles, ne les respectent pas. Luffy gagne parce qu'il gagne. Et mon ami Wally et Carl se serrent dans les bras. Ils sont comme, yalla, ils sont contents parce que Luffy a gagné, même si ça ne fait absolument pas de sens. Donc je me dois de dire que finalement, One Piece reste cohérent avec ce qu'il a défini d'être. C'est-à-dire une série répétitive et à beaucoup d'égards médiocre. Mais bon, je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler, d'en redébattre avec mes chers amis qui aiment cette même série que moi.